I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle, so close to where my beloved mother... Dès l'instant où j'ai appris que le roi Charles allait personnellement préparer une annonce sans précédent, j'ai senti une tension palpable, quelque chose de bien plus important qu'une simple déclaration de Buckingham Palace. Il y a des moments où une institution d'ordinaire bâtie sur la prévisibilité se met soudain à trembler comme si ses fondations vacillaient. C'est précisément ce sentiment qui m'a envahi lorsque les premiers signaux internes ont circulé. Le silence dans les couloirs, les portes closes, les expressions inhabituellement sévères du personnel, tout cela en disait plus long que n'importe quelle note de service. Je savais qu'un événement explosif se préparait, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait Meghan Markle de toutes les personnes qui se retrouveraient au cœur de cette tempête. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est que cette fois, il ne s'agissait pas d'une rumeur de tabloïd, mais d'une information qui semblait venir directement du palais. J'ai remarqué que l'équipe de communication se comportait différemment de d'habitude, silence, pas de rire, pas de remarques désinvoltes. Parfois, la tension est silencieuse, et en essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai réalisé plus clairement que cette situation n'avait rien à voir avec le sensationnalisme qui avait accompagné Meghan pendant des années. Il s'agissait d'un problème institutionnel. J'avais l'impression que la monarchie se réinventait ou qu'elle avait besoin de se protéger. L'annonce sur laquelle il travaillait ne concernait ni les affaires courantes, ni les réformes envisagées. Il s'agissait d'intégrité de perception publique, de protéger une institution séculaire à une époque où les scandales se propagent à l'échelle mondiale en quelques minutes. Et je ne l'ai vraiment comprise que lorsqu'elle a été liée à de nouveaux documents provenant d'un vieux dossier compromettant qui n'avait jamais vraiment disparu de la mémoire collective. Non pas parce que quiconque avait été reconnu coupable de quoi que ce soit, mais parce que la réalité des réputations contemporaines peut être ternie par de simples associations, même vagues indirectes contestées ou mal interprétées. Quand j'ai appris que cette nouvelle série de documents divulgués relançait les discussions au sein du palais, j'ai perçu l'incertitude grandissante. Les propos qui circulaient étaient prudents, presque cliniques, mais le message était clair, la monarchie ne peut se permettre la moindre ombre, rappelant les crises passées. Cela signifiait que même les suggestions, les mentions hors contexte ou les anciens réseaux étaient analysés avec la plus grande attention. Dans ce climat d'autoprotection, Meghan était une fois de plus soumise à l'examen non pas pour une implication avérée, mais pour le préjudice d'image potentielle que toute association, aussi ténue ou indirecte soit-elle, pouvait engendrer. Je me suis demandé de nos jours, les atteintes à la réputation ne sont-elles pas parfois plus puissantes que la culpabilité elle-même ? J'ai vu la tension monter dans la salle de préparation où Charles se préparait à son discours. J'ai été frappé par le sérieux de son expression, par le soin avec lequel il pesait ses mots. Cet homme, toujours connu pour son désir d'harmonie, était désormais confronté à la décision la plus difficile de son règne. Non pas pour punir une personne, mais pour préserver une institution mise à l'épreuve depuis des décennies par les scandales, les guerres médiatiques et des générations dont la confiance dans les monarchies s'amenuise sans cesse. Et tandis que je le voyais se débattre avec cette responsabilité, je me suis demandé si ce n'était pas le prix à payer pour un système qui doit constamment prouver sa pertinence. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la soudaine évidence de la logique. Si les controverses passées avaient gravement nui à la réputation de la famille royale, comment la monarchie pouvait-elle préserver sa crédibilité face à de nouveaux risques d'atteinte à sa réputation, aussi minimes ou discutables soient-ils, susceptibles de s'amplifier à l'ère de la surveillance en ligne permanente? Charles était confronté à un choix entre la protection institutionnelle et ses relations personnelles. Et même si Meghan s'était retirée de ses fonctions royales depuis des années, son titre impliquait que toute information la concernant rejaillissait automatiquement sur la monarchie elle-même. Comment une institution peut-elle fonctionner lorsque la simple apparence d'une implication dans d'anciens dossiers est immédiatement propulsée à la une des journaux du monde entier? À l'approche de la date du discours, la tension était palpable. Charles parlait peu, se déplaçait lentement et réfléchissait profondément. Rien en lui ne trahissait le triomphe. Au contraire, il semblait plus accablé que jamais. Et lorsque j'ai entendu sa décision, j'ai enfin compris pourquoi. Il allait annoncer publiquement que Meghan perdrait définitivement son titre royal. Non pas à titre de punition, mais par nécessité institutionnelle pour protéger la monarchie de toute nouvelle atteinte à sa réputation. Une mesure radicale, certes, mais à ses yeux, celle qui garantirait l'avenir de la famille royale. Ce qui m'a le plus surpris personnellement, c'est le caractère définitif et irréversible de sa décision. Ayant constaté de l'intérieur que le palais privilégie souvent la nuance, la diplomatie et les tergiversations, ce choix tranché m'a profondément choqué. J'ai alors compris que nous étions entrés dans une nouvelle ère, une ère où même le statut royal n'échappe plus aux exigences de transparence moderne. Je me suis demandé, une monarchie peut-elle survivre sans limites strictes, même lorsque ces limites concernent des personnalités populaires influentes ou controversées?
Lorsque le discours a enfin été prononcé, j'ai vu l'assistance se figer. Et à cet instant, j'ai compris que nous assistions à un tournant historique. Une décision qui aurait des conséquences non seulement pour Meghan, mais pour la famille royale dans son ensemble. Et peut-être même pour son avenir aux yeux d'un monde de plus en plus critique. Alors que les premières réactions au discours de Charles déferlaient sur le palais, j'ai senti une vieille ombre planer à nouveau sur la monarchie, l'affaire Epstein. C'était comme si un dossier apparemment clos depuis des années était rouvert par le temps lui-même. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que personne au sein du palais ne semblait surpris de la résurgence de cette affaire. Les questions n'avaient jamais vraiment disparu. Les dommages causés à sa réputation n'avaient jamais été complètement cicatrisés. Et lorsqu'en 2025, de nouveaux documents provenant de la succession d'Epstein ont fait surface par des sources extérieures, j'ai perçu un malaise renouvelé s'emparer de tous ceux qui étaient chargés de gérer sa réputation. Je me souviens du moment où j'ai réalisé à quel point ces nouvelles fuites étaient blessantes. Non pas parce qu'elles prouvaient la culpabilité, bien au contraire, une grande partie des données étaient fragmentaires, hors contexte et parfois à peine pertinentes, mais parce qu'elles contenaient suffisamment d'éléments pour recentrer l'attention du monde entier sur la famille royale. Et dans ce monde d'exposition numérique constante, parfois même une simple suggestion suffit à causer des dégâts. Cela m'a fait prendre conscience de la vulnérabilité de toute institution lorsque la transparence est à la fois une vertu et un piège. Il faut être irréprochable, mais il faut aussi constamment le prouver. Est-il possible d'atteindre un niveau d'exigence si élevé que même des liens imaginaires puissent déclencher une crise? Quand j'ai vu comment ces documents non seulement ravivaient les anciennes relations d'Andrew, mais contenaient aussi des références aux cercles sociaux que Meghan avait fréquentés avant son mariage, j'ai compris la nervosité des dirigeants du palais. Il ne s'agissait pas d'une question de culpabilité ou d'implication, de telles accusations ne seraient jamais formulées à la légère, mais de perception. Le moindre indice, le moindre fragment de nom, la moindre allusion pouvaient alimenter les spéculations. Et les spéculations, surtout lorsqu'il s'agissait de la famille royale, faisaient rapidement la une des journaux du monde entier. C'était là le nœud du problème, la monarchie ne peut contrôler un récit qui circule déjà en dehors de ses murs. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les responsables du palais ont soudainement commencé à parler de reconnaissance des schémas. Ils avaient constaté que par le passé, une simple association, avec André même indirecte, avait suffi à perturber complètement son rôle public. Ce passé pesait lourdement sur la situation présente. La crainte était palpable, et si le même mécanisme se reproduisait cette fois-ci avec une personne titrée, même si elle vivait à des milliers de kilomètres? Quel contrôle a-t-on réellement sur la réputation d'une institution qui dépend de chaque titulaire d'un titre officiel? Il était frappant de constater que les documents qui faisaient surface n'étaient souvent que de simples références à des événements auxquels avaient participé plusieurs personnalités. Certains les jugeaient insignifiants, d'autres dangereusement ambigus. Mais c'était précisément cette ambiguïté qui les rendait si risqués. J'ai vu des avocats et des consultants en communication éplucher page après page, non pas à la recherche de coupables, mais pour anticiper les risques de malentendus. Parfois, j'avais l'impression qu'ils ne se battaient pas contre les faits, mais contre les interprétations que le monde pourrait en faire. Comment protéger sa réputation à une époque où chaque pièce du puzzle s'assemble automatiquement pour former un récit complet, même si ces pièces ne s'emboîtent jamais parfaitement? Ce qui m'a le plus frappé, c'est la différence de réaction du palais face à la réimplication d'Andrew dans l'affaire et aux allusions qui émergent désormais concernant Meghan. Avec Andrew, c'était comme si une vieille blessure se rouvrait. Tout le monde savait que son affaire pesait comme un fardeau sur la monarchie depuis des années. Pour beaucoup, il n'était pas surprenant que de nouveaux documents le mentionnent à nouveau. La question n'était pas de savoir si cela serait préjudiciable, mais à quel point et à quelle vitesse. Mais avec Meghan, tout était différent. Aucun antécédent d'implication directe, aucune preuve, aucune accusation formelle. Seulement, la réalité visuelle que son nom était désormais cité au même titre que celui d'autres personnalités ayant appartenu au réseau d'Epstein. J'ai constaté que cela posait un nouveau dilemme au palais, comment gérer une atteinte à sa réputation fondée non pas sur des faits, mais sur des associations d'idées. Fallait-il attendre que le public se forge une opinion, ou fallait-il anticiper et empêcher que la situation n'évolue dans ce sens? Cette tension était presque palpable. Le discours de Charles ne constituait donc pas une mesure punitive, mais un rempart préventif autour de l'institution elle-même. Une décision qui ne reposait pas sur les actes commis par quiconque, mais sur ce que la monarchie ne pouvait se permettre de risquer à une époque où l'erreur et les soupçons sont impitoyables. J'ai vu Charles se débattre avec cette décision, non par désir de juger, mais par devoir de protection. Les journaux spéculaient déjà avant même la première déclaration officielle. Les hashtags sont devenus viraux, amplifiant la situation. Et même si certaines interprétations étaient exagérées ou erronées, leur diffusion si rapide ne laissait guère de place à la rectification. Comment une institution fondée sur le protocole et l'inertie peut-elle se défendre dans une guerre de l'information qui se déroule en quelques secondes?
Pour moi, c'est là que résidait le nœud du problème, le choc entre l'ancien monde, où la réputation se protégeait par le silence, et le nouveau monde, où tout silence est interprété comme une confirmation. Dans ce contexte, la monarchie n'avait d'autre choix que d'agir avec une sévérité manifeste. Ainsi, le titre de Meghan n'a pas été révoqué sur la base de faits avérés, mais parce que le lien entre son nom et un dossier compromettant a suffi à fragiliser à nouveau l'institution. Lorsque j'ai pris conscience de cela, une nouvelle question m'est venue à l'esprit. Combien de temps une monarchie peut-elle survivre dans un monde où la réputation ne repose plus sur la vérité mais sur la perception? Et qu'est-ce que cela signifie pour tous ceux qui en font partie? Alors que le palais se détournait des nouvelles fuites de documents pour se concentrer sur le contexte plus large des atteintes à sa réputation, j'ai constaté la fréquence à laquelle le nom d'Andrew revenait dans les analyses internes. Sa chute survenue des années auparavant semblait redevenir un point de référence. Non pas que quiconque souhaite reproduire sa situation, mais pour comprendre comment une personne, une association, un faux pas peuvent déclencher une crise institutionnelle dont les séquelles persistent des années plus tard. En y réfléchissant, j'ai réalisé que les parallèles établis entre Meghan et Andrew ne reposaient pas sur leurs actions, totalement indépendantes, mais sur la perception qu'en avait le public. C'est souvent la perception et non les faits qui alimentent l'indignation publique. Je me souviens de l'impression de lente descente aux enfers qu'avait eue la chute d'Andrew à l'époque. Chaque nouvelle information, aussi insignifiante fût-elle, renforçait l'image d'un homme de plus en plus déconnecté de l'institution. Lorsqu'il fut déchu de ses titres militaires et de ses fonctions publiques en 2022, j'eus le sentiment que le palais avait franchi une limite. Une réputation irrémédiablement ternie ne saurait continuer à représenter la monarchie. Son retrait à Royal Lodge m'a presque fait l'effet d'un chapitre se refermant. Mais aujourd'hui, des années plus tard, je vois cette page se rouvrir avec la publication de nouveaux documents le mentionnant à nouveau. Non pas avec de nouvelles accusations, mais avec d'anciennes références qui ont ravivé les souvenirs du public. Tandis que j'observais les membres du personnel se préparer à la frénésie médiatique, entourant Andrew, j'ai remarqué un changement dans leur langage corporel dès que le nom de Meghan était évoqué. Ils semblaient tirailler entre deux sensibilités opposées. Concernant Andrew, un large consensus se dégageait, limiter les dégâts et non réhabiliter. Il savait que l'opinion publique avait depuis longtemps tranché. Mais avec Meghan, tout était différent. Sa situation restait complexe, trop intimement liée au débat sur les médias, la culture, l'identité et la modernité. Les perceptions à son sujet n'étaient jamais uniformes, jamais stables, ce qui rendait la comparaison avec Andrew d'autant plus explosive. J'ai constaté que certains membres du personnel craignaient qu'en plaçant Meghan dans la même catégorie institutionnelle de risque, on ne la stigmatise injustement. Elle n'avait jamais été accusée d'aucun crime, jamais impliquée officiellement dans une enquête, jamais poursuivie en justice. Son nom n'apparaissait que dans des contextes sociaux qui, des années plus tard, sous le prisme de la suspicion publique, allaient susciter des doutes. C'est précisément ce qui rendait cette situation si précaire. Il ne s'agissait pas de faits, mais d'écosystèmes, de récits. Est-il juste de comparer deux personnes parce que leurs noms apparaissent dans le même brouillard médiatique, même si leurs parcours sont totalement différents? Ce qui m'a marqué, c'est la fréquence à laquelle j'entendais dire que le problème ne résidait pas dans la personne, mais dans la vulnérabilité de l'institution. Le palais semblait obsédé par l'établissement de profils de risque, comme si chaque membre de la famille même éloignée pouvait être une source potentielle de controverse. L'accent n'était pas mis sur la culpabilité, mais sur les risques encourus dans un monde hyper médiatisé. Le dossier d'Andrew servait presque d'avertissement, voilà ce qui arrive quand une situation vous échappe. Ma peur ne concernait pas une personne en particulier, mais la prise de conscience institutionnelle que les réputations sont quasiment impossibles à maîtriser à l'ère du numérique. Comment protéger un symbole séculaire dans un monde où une simple capture d'écran fait le tour du globe? Lorsque j'ai constaté ces parallèles, j'ai remarqué que de nombreuses analyses internes ne portaient pas sur le passé de Meghan lui-même, mais sur le récit qui se construisait autour d'elle. C'était comme s'il savait que la réalité n'aurait plus d'importance une fois que l'opinion publique aurait pris son propre essor. C'est précisément ce qui s'est passé avec Andrew. Les faits n'étaient pas toujours pleinement connus, mais le tableau était suffisamment clair pour justifier des mesures irréversibles. Le danger pour la monarchie ne résidait pas dans les dossiers eux-mêmes, mais dans le récit qui s'est forgé autour d'eux. Et ce récit n'avait pas besoin de fondements factuels pour avoir un impact. Ce qui m'a frappé, c'est l'influence considérable de la voix de William dans cette affaire. En tant que futur roi, il semblait déterminé à éviter que la famille royale ne connaisse une nouvelle crise de l'ampleur de celle d'Andrews. J'ai constaté que son influence dans les discussions sur la gestion de la réputation s'accroissait. Non pas par volonté de punir, mais par souci de stabilité. Son raisonnement était sans équivoque: s'il existait la moindre possibilité qu'un détenteur du titre puisse nuire à la monarchie, ne serait-ce que par les apparences et non par des actes, une intervention s'imposait.
Et en suivant ce raisonnement, je me suis demandé, une institution perd-elle son humanité lorsqu'elle privilégie la protection à l'empathie, ou bien gagne-t-elle en cohérence? Cette façon de penser a engendré le risque qu'Andrew et Meghan, deux histoires et deux personnes totalement différentes, soient inévitablement opposées par le monde extérieur. Non pas parce qu'ils partageaient quoi que ce soit, mais parce que leurs noms apparaissaient désormais tous deux dans le contexte de cette même liaison toxique. C'est précisément pourquoi cette association est devenue si dangereuse. Elle a donné naissance à un récit que personne au sein du palais ne souhaitait, mais qui a émergé inévitablement dès lors que des institutions extérieures au palais ont replacé des documents dans leur contexte. J'ai finalement compris que la décision de Charles ne visait pas à établir une équivalence entre deux situations, mais à éviter la répétition d'un préjudice institutionnel comme celui subi par Andrew. La question n'était pas « ces situations sont-elles identiques ?» La question était « la monarchie peut-elle se permettre de risquer une nouvelle atteinte à sa réputation qui dégénère en crise structurelle ?» Et face à cette prise de conscience, j'ai réalisé à quel point la réalité était devenue brutale. La monarchie n'évolue plus dans un monde où le silence est une solution. Elle évolue dans un monde où chaque association, justifiée ou non, est instantanément comparée, partagée, amplifiée et archivée à jamais. Comment une institution forte d'une tradition séculaire peut-elle se défendre contre un écosystème informationnel qui tire des conclusions en quelques secondes ? Alors que les parallèles avec Andrew se faisaient de plus en plus insistants au sein du palais et que la pression médiatique s'intensifiait, j'ai constaté que l'attention se portait sur un autre aspect de l'histoire Meghan elle-même, ou plutôt sa vie avant son entrée dans le monde des Windsor. J'avais souvent observé comment le passé des personnalités publiques est constamment réinterprété à chaque fois sous un angle nouveau. Mais dans ce cas précis, un phénomène presque inévitable s'est produit. De vieilles histoires ont refait surface non pas en raison de nouvelles informations, mais parce que le monde cherchait des explications. Et en essayant de comprendre précisément quels aspects de sa vie étaient réexaminés, j'ai réalisé que ce ne sont souvent pas les faits eux-mêmes qui représentent le danger, mais la manière dont ils sont interprétés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'ampleur de l'analyse qui a été faite de sa vie passée. Non seulement de sa carrière d'actrice, mais aussi de ses relations, des événements qui l'ont marqué, de ses contacts à Hollywood et du cercle d'influence qu'elle fréquentait à l'époque. Je savais que Meghan avait toujours eu un bon réseau, une qualité indispensable et non un choix dans le monde du spectacle. Mais c'est précisément ce réseau qui était désormais perçu par certains comme risqué simplement parce que des noms de ce milieu figuraient également dans les documents qui recirculaient. Cela ne signifiait pas qu'elle avait mal agi. Cela montrait simplement à quelle vitesse le contexte peut être réinterprété lorsque l'attention du public se déplace. J'ai vu comment, au sein du palais, on réexaminait les anciens dossiers, non pour y déceler des erreurs, mais pour comprendre l'évolution possible de certains récits. La crainte ne résidait pas dans les faits avérés, mais dans les rumeurs. C'était comme si chacun prenait conscience que dans le monde moderne, la réputation se construit à partir de schémas que l'on se forge soi-même, même lorsque ces schémas sont dépourvus de fondements solides. Quel contrôle peut-on encore avoir sur son histoire personnelle lorsqu'elle est lue par des millions de personnes influencées par les préjugés du moment ? En épluchant d'anciens articles et analyses de presse datant de l'époque de l'entrée de Meghan dans la famille royale, je me suis souvenu à quel point cette période était déjà tumultueuse. Son passé, sa carrière, son précédent mariage, tout était scruté à la loupe. Certains la jugeaient trop ambitieuse, trop franche, trop moderne. D'autres l'admiraient précisément parce qu'elle souhaitait moderniser la monarchie. Mais même à l'époque, des années auparavant, je constatais la multitude de récits qui circulaient simultanément à son sujet, comme si chaque groupe cherchait à la façonner selon son propre point de vue. Aujourd'hui, je comprends combien il est dangereux qu'une image aussi fragmentée soit confrontée à un nouveau scandale, même indirect. Est-il jamais possible d'obtenir une évaluation juste lorsqu'on est plongé dans tant d'identités différentes à la fois ? Ce qui m'a encore plus frappé, c'est la façon dont le départ de Meghan pour les États-Unis a été soudainement replacé dans ce nouveau contexte. J'ai entendu dire que son éloignement compliquait la gestion des atteintes à sa réputation. D'autres ont vu son départ comme l'accélération de cette histoire, comme si la distance physique entre elle et le palais créait symboliquement un fossé grandissant. Cette interprétation m'a rappelé combien souvent nous confondons distance et culpabilité même en l'absence de lien. Combien d'histoires sont inventées simplement parce qu'une personne n'appartient plus à la structure traditionnelle. En réfléchissant davantage aux éléments du passé de Meghan qui refont surface, j'ai réalisé que le problème ne résidait pas dans les faits eux-mêmes, mais dans le risque qu'ils soient mêlés à d'autres fragments qui refont surface dans l'ombre d'un nouveau scandale.
Cela m'a fait prendre conscience d'une réalité inconfortable à laquelle sont souvent confrontées les personnalités publiques. Tout ce qui est dit n'a pas besoin d'être vrai pour être préjudiciable. Et c'est précisément ce qui a rendu la réaction du palais si difficile. Que dire lorsqu'il faut intervenir avant que la tempête n'éclate, non pas parce que les faits sont dangereux, mais parce que le monde est prêt à tirer des conclusions. Le moment le plus troublant pour moi a été de voir des consultants en communication tenter d'évaluer quels aspects de la vie de Meghan pourraient être pourrait paraître problématique, non pas sur le plan des faits, mais sur celui de l'image. Et j'ai constaté quelque chose qui m'a profondément mise mal à l'aise dans le monde médiatique actuel. La perception d'intégrité semble parfois avoir plus d'impact que l'intégrité elle-même. Non pas que les gens soient mauvais, mais parce qu'il est plus facile de tirer des conclusions hâtives que d'appréhender les nuances avec patience. Comment préserver sa réputation à une époque où la rapidité prime sur l'exactitude? En observant le déroulement des événements, j'ai réalisé l'immense pression qui pesait sur Charles. Il savait que sa décision ne serait pas perçue comme une mesure dirigée contre une personne en particulier, mais comme un signal fort de la manière dont la monarchie entendait se protéger et se moderniser. Dès lors, j'ai mieux compris son raisonnement. Meghan n'était pas la cible, mais le symbole d'un risque qu'on ne pouvait plus ignorer sans conséquence. La comparaison avec Andrew n'était pas de fond mais stratégique, la crainte qu'une simple association, même indirecte, puisse une fois de plus ébranler les fondements de l'institution. Et en y réfléchissant, je me suis reposé la question fondamentale. Est-il juste de juger les gens sur leur apparence et non sur leurs actes ? Une monarchie peut-elle jamais agir en toute justice lorsqu'elle repose par essence sur la perception même incomplète ou trompeuse ? En suivant les discussions internes concernant les conséquences potentielles de la décision de Charles, un thème s'est imposé de plus en plus clairement: le transfert de pouvoir vers William et Catherine. Il devenait chaque jour davantage évident que cette annonce visait non seulement à limiter les atteintes à la réputation de la monarchie, mais aussi à la réaffirmer fermement dans son avenir. Ce qui m'a frappé, c'est que cette mesure s'inscrivait parfaitement dans une tendance que j'observais depuis des années, le rôle croissant de William et Catherine comme piliers moraux et stables de la famille royale. Et maintenant, il semblait que Charles souhaitait officialiser cette évolution. En m'efforçant de comprendre le caractère délibéré et calculé de tout cela, j'ai réalisé que cette annonce concernait avant tout l'avenir et non le passé. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est la manière dont William s'est positionné ces dernières années. Je me souvenais très bien que lors des précédentes crises internes, il avait toujours été celui qui réclamait clarté et responsabilité. Non seulement par devoir, mais aussi par conviction profonde que la monarchie devait conserver toute sa pertinence à une époque où la confiance dans les institutions s'érode. Tandis que Charles cherchait toujours un équilibre entre émotion et tradition, William a opté plus clairement pour la modernisation, la transparence et une approche minimaliste quant à la représentation de la monarchie. Et en observant ces deux styles côte à côte, je me suis demandé, une monarchie ancienne ne peut-elle survivre que lorsque la nouvelle génération ose assumer le poids de l'institution sans hésitation émotionnelle? Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont Catherine a presque automatiquement endossé le rôle de boussole morale dans cette histoire. Alors que le récit de Meghan, à tort ou à raison, s'est fragilisé sous l'influence des médias. Catherine symbolisait de plus en plus la stabilité, le dévouement et l'empathie. J'ai trouvé fascinant de voir comment une seule personne, par des années de comportement constant, peut se forger une image capable de résister aux tempêtes qui anéantissent complètement d'autres. Le comportement de Catherine n'a jamais été sensationnel, jamais dépendant de confrontations publiques. Son influence s'est développée grâce à sa douceur, son sens des responsabilités et son intégrité. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle est devenue l'exemple auquel les autres, consciemment ou inconsciemment, étaient comparés. Est-il juste qu'une histoire de vie éclipse si facilement une autre même lorsque leurs fondements sont totalement différents? Au sein du palais, de nombreux membres du personnel ont perçu ce changement avec une clarté limpide. Un consensus s'était dégagé. William et Catherine représentaient la voie de la sécurité, le socle sur lequel Charles souhaitait bâtir la monarchie face aux dilemmes engendrés par sa génération. J'ai vu comment Charles a subtilement défini leur rôle dans son discours, comme pour démontrer que la monarchie devait non seulement être protégée des ombres du passé, mais aussi guidée par de nouvelles valeurs: responsabilité, intégrité, transparence. Dans ce contexte, la suppression du titre de Meghan semblait presque naturelle. Non par culpabilité, mais parce que l'avenir devait être marqué par des lignes claires et un minimum de risques. J'ai également constaté que le rôle de Guillaume s'est étendu non seulement par les paroles de son père, mais surtout par ses actes. Il a assumé avec enthousiasme davantage de responsabilités officielles, est apparu plus fréquemment en public et s'est impliqué plus activement dans les décisions stratégiques. Il semblait avoir pleinement intégré le message du discours. Le moment était venu d'assumer fermement le rôle de chef de file.
Je me suis demandé quelle pression il ressentait non seulement en tant que futur roi, mais aussi en tant que responsable de la restauration de la réputation de toute une dynastie. Quelle est la limite de responsabilité qu'une seule personne peut porter sans que le fardeau personnel ne devienne finalement insupportable ? Parallèlement, Catherine semblait être un pilier de stabilité. Tandis que le passé de Meghan était réexaminé, l'histoire de Catherine restait un modèle de constance. Ces années de dévouement à la protection de l'enfance, à la santé mentale et à la stabilité sociale, le tout sans la moindre controverse, faisaient d'elle un contrepoint presque naturel au sein du récit public. Et même si je savais que cette comparaison était injuste, elle s'est avérée efficace. Aux yeux du public, Catherine incarnait précisément ce que la monarchie souhaitait projeter: calme, continuité, responsabilité. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette dynamique rendait vraiment justice à la complexité des femmes impliquées. Deux parcours si différents peuvent-ils jamais être comparés équitablement ? Ce qui m'a également frappé, c'est la clarté avec laquelle cette annonce révélait la volonté de la monarchie de se dissocier de tout ce qui était perçu comme instable. La situation d'Andrew couvait depuis des années et les blessures n'étaient jamais complètement cicatrisées. La position de Meghan, quant à elle, était source de vives controverses depuis des années. En excluant formellement ces deux noms du noyau institutionnel, Charles a tracé une ligne symbolique. Tout ce qui suscite des doutes restera désormais à l'écart. C'était une stratégie difficile, mais en un sens compréhensible. Et en réfléchissant à cette observation, je me suis de nouveau demandé, une institution fondée sur l'histoire et les liens familiaux peut-elle véritablement fonctionner selon une logique purement stratégique ? Les réactions à l'extérieur du palais étaient comme prévu partagées, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la force du soutien croissant à William et Catherine. Les gens semblaient aspirer à un récit simple, à un futur couple royal, synonyme de stabilité sans scandale ni complications. Je comprenais plus ou moins ce désir de simplicité en ces temps complexes. Mais je me demandais sans cesse si ce désir était vraiment sincère. Après tout, une monarchie n'est-elle pas plus forte lorsqu'elle laisse place aux nuances, à l'humanité et à l'imperfection ? Lorsque j'ai vu Charles accueillir symboliquement William et Catherine au sein de la famille royale, j'ai eu le sentiment qu'une nouvelle ère s'ouvrait. Non pas par un couronnement officiel, mais par une refonte institutionnelle où ils occupaient le rôle central sur le plan moral. Et si les conséquences pour Meghan ont été lourdes, j'ai aussi compris que ce moment visait à guider la famille royale dans son ensemble vers un avenir où la prise de risque pour sa réputation serait de moins en moins tolérante. Face à ce constat, je me suis de nouveau demandé, ce changement de cap est-il nécessaire pour sauver la monarchie ou risque-t-il de repousser ceux qui espéraient un avenir plus moderne et inclusif ? Au fil des jours qui suivirent le discours de Charles, je compris que l'impact de sa décision dépassait largement le choc immédiat qui avait secoué les médias et le public. Au palais régnait une atmosphère particulière, comme si un événement décisif s'était produit. Non seulement pour Meghan, mais aussi pour l'image que la monarchie souhaitait projeter. C'était comme si une porte s'était fermée à jamais. Et c'est précisément à partir de cette prise de conscience que je commençais à saisir toute la profondeur de cette refonte. Ce n'étaient pas seulement les titres, ni seulement les fonctions, mais l'identité institutionnelle tout entière qui était en train d'être redéfinie. Je sentais que nous étions arrivés à un point où le passé ne pouvait plus dicter la structure et où l'avenir se dessinait désormais selon des lignes directrices plus strictes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la visibilité de cette purge dans les documents. J'ai vu comment les pages officielles des membres étaient mises à jour, comment les titres étaient supprimés et comment les textes biographiques étaient subtilement réécrits. Ce n'était ni une vengeance ni une punition. C'était une opération administrative qui ressemblait à une intervention chirurgicale précise, froide, maîtrisée. Et pourtant, j'en ai ressenti le poids émotionnel. Car il ne s'agissait pas seulement de supprimer un nom, mais d'effacer toute une période durant laquelle la monarchie avait tenté de s'ouvrir, de se moderniser et de devenir plus inclusive. Je me suis demandé jusqu'à quel point une institution peut-elle se moderniser avant de commencer à se perdre. Au fil des mises à jour, j'ai constaté que les membres du personnel prenaient de plus en plus conscience de la portée historique de ce moment. La destitution de Meghan, chose que personne n'aurait pu prédire quelques années auparavant, était désormais perçue comme une limite nécessaire. La crainte qu'un membre représentant l'institution puisse nuire à la réputation de la monarchie était palpable. Le palais ne pouvait plus supporter les conséquences déstabilisatrices d'un scandale prolongé. Cette prise de conscience m'a incité à me poser à nouveau la question: peut-on vraiment protéger une institution familiale du monde extérieur en la réduisant, ou ne risque-t-on pas au contraire de laisser des étrangers s'approprier les histoires que l'on ne raconte plus ? Ce qui m'a encore plus frappé, c'est le débat interne qui commençait à se développer autour de la confiance et des responsabilités. Certains employés disaient que ce moment marquait l'avènement d'une nouvelle ère d'une intégrité sans faille. D'autres y voyaient une dure réalité où les relations personnelles n'avaient plus leur place dans les décisions institutionnelles.
J'avais le sentiment qu'il s'agissait d'un tournant décisif où la monarchie devait troquer la logique émotionnelle de la famille contre la logique implacable de sa survie. Et c'est précisément ce qui rendait la situation si complexe: comment concilier les liens du sang avec une fonction publique qui privilégie les individus. Dans le même temps, j'ai constaté que la décision concernant Meghan avait également suscité une réaction publique bien au-delà de la famille royale. On débattait à nouveau de la pertinence des monarchies, du rôle des personnalités publiques et de la légitimité de juger quelqu'un sur des apparences plutôt que sur des faits avérés. C'est ce dernier point qui m'a le plus frappé, le constat que dans le monde moderne, la réputation est déconnectée des faits et que toute institution qui souhaite survivre doit s'adapter à cette dure réalité. Mais je n'arrêtais pas de me demander, un système qui juge une personne sur la base d'un risque qui pourrait ne jamais se concrétiser, peut-il vraiment être juste ? En observant l'actualité, j'ai constaté que certains journaux présentaient William et Catherine comme les futurs piliers d'une monarchie renaissante. Ils étaient dépeints comme le couple vertueux qui apporterait la stabilité après des années de turbulences. Si cette image était en partie juste, je la trouvais aussi d'une simplicité excessive. Nul n'est parfait, aucun rôle n'est exempt de tension. Pourtant, le besoin d'un récit positif était tel que la complexité de cette transition s'est estompée. Je me suis demandé si ce désir de simplicité ne finirait pas par se heurter aux réalités de la vie des personnalités publiques, inévitablement confrontées à de nouveaux défis. Pendant ce temps, au sein du palais, j'assistais à un second changement, la prise de conscience que cette décision n'affectait pas seulement un individu mais créait un précédent. Désormais, chaque décision concernant les titres, les privilèges et la proximité institutionnelle serait évaluée à l'aune du risque de la réputation et de l'image. L'institution ne reviendrait jamais à l'époque où la confiance personnelle suffisait à maintenir quelqu'un en son sein. La modernité avait imposé ses exigences, transparence, rigueur et surtout prévisibilité. Et en observant tout cela, je me demandais quelle flexibilité une institution séculaire peut-elle conserver lorsqu'elle s'enferme dans un système de règles strictes. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est le silence des proches de Meghan. Non pas un silence hostile ni un silence colérique, mais plutôt un silence empreint de perplexité. Il semblait que personne ne sache vraiment comment gérer les conséquences émotionnelles de cette décision. Comment réagir lorsque l'institution pour laquelle on a travaillé considère que votre présence représente un risque, même si ce risque n'est pas fondé sur des faits avérés? Comment concilier dignité personnelle et logique institutionnelle? En parcourant les couloirs tandis que la tension se dissipait peu à peu, j'ai eu le sentiment que cette période pourrait bien être la plus grande épreuve de la monarchie depuis la crise Diana. Non pas parce que les situations étaient incomparables, mais parce que toutes deux ont démontré que la famille royale est contrainte de redéfinir son identité à chaque génération. En ce sens, le discours de Charles, aussi dur fut-il, m'a paru être un moment charnière. Un moment qui non seulement clôturait un chapitre, mais traçait aussi la voie à suivre pour l'avenir. Et tandis que je voyais les derniers documents disparaître des systèmes internes, je me demandais, cette nouvelle orientation rendra-t-elle réellement la monarchie plus sûre ou conduira-t-elle finalement à un système si rigide que personne n'osera